Bienvenue sur La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Moi, Circé, je l'ai rencontrée à deux moments. Quand ma mère me lisait, le soir, l'Odyssée pour les enfants, où Circé n'est qu'un chapitre, un énième obstacle dans la quête d'Ulysse. Puis, quand j'ai découvert le roman de Madeline Miller, publié en 2018, où Circé devient l'héroïne et Ulysse n'est plus qu'un épisode. Deux grands moments de lecture différents, séparés par 20 ans de ma vie et plus de 20 siècles d'histoire. Entre les deux, j'ignorais tout. Alors, j'ai invité Morgane, un prénom que je trouve très stylé pour parler d'une magicienne et encore plus quand on sait qu'elle fait sa thèse en Bretagne, #légende d'Arthur, même si j'avais d'autres motivations à mon choix. Agrégée de lettres modernes, Morgane Lebouc exerce les fonctions d'ATER à l'Université de Bretagne occidentale, où elle prépare une thèse de littérature comparée. Ses travaux portent sur la manière dont les autrices contemporaines ont révisé les figures féminines du corpus d'Homère, telles que Pénélope, Hélène, Briséis et Circé. En 2023, Morgane a publié les réécritures contemporaines de l'Odyssée au service de la reconfiguration de l'imaginaire méditerranéen, l'exemple de Circé, Madeline Miller, dans les cahiers internationaux du symbolisme. Ensemble, nous avons parlé de baguettes magiques, de plantes et de potions, de naufrages et de malédictions familiales. Nous avons parlé de vivre sur une île, de transformer les hommes en porcs ou en pivers, et d'être potes ou rivales avec Scylla, Médée, Pénélope ou Calypso. Mais aussi de Game of Thrones, de la Cité des Dames, du roman blockbuster de Madeline Miller, de relectures féministes de poétesses cyniques et de traduire Homère en tant que femme. Pour tous ces sujets et plus encore, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Morgane sur la figure de Circé. Merci Morgane d'être avec nous. Salut, merci de m'avoir invitée. Qui est Circé à l'origine? Où est-ce qu'elle naît? Dans quel milieu social? Dans quelle famille? Les anciens s'accordent pour dire qu'en fait elle vient des Titanides, donc d'une famille de titans. Ce sont les dieux qui précèdent les dieux olympiens qu'on connaît mieux, nous, Zeus, Athéna. Et donc en fait elle, ce serait la fille du dieu soleil, qui s'appelle Hélios, et d'une nymphe, qui s'appelait Persée ou Perséis, qui elle en fait serait la fille du titan Océan. Et elle a notamment parmi sa fratrie un homme charmant qui s'appelle Aétès ou Éétès. Lui il est connu parce que c'est le gardien de la toison d'or et surtout le père de Médée, qui en fait est donc la nièce de Circé. Et il y a d'autres sources plus tardives qui en fait vont réintroduire la déesse Hécate, patronne des sorcières, des magiciennes, etc. Circé serait la fille d'Hécate. On va ajouter Hécate dans sa généalogie, c'est lié à la magie. Peu à peu, elle va être associée à une figure de sorcière. Quand on va commencer à l'associer à la sorcière, on va ajouter des éléments. Mais en mythologie, ça se fait beaucoup, en fait. Les personnages sont pris, repris, et les anciens, ils avaient pas de problème à ce qu'il y ait 3 généalogies différentes, à ce qu'il y ait des contradictions, à ce qu'en fait son frère ce soit son père, etc. Ça, c'est pas un problème. Chaque mythographe s'amuse un petit peu. C'est un peu une façon d'illustrer la personnalité de quelqu'un. Donc là, Circé devient une sorcière, on lui met une sorcière dans la famille. Exactement. Mais il y a ça avec d'autres figures, par exemple. Les sirènes, on va vouloir les lier au chant, et on va dire que la mère des sirènes, c'est une muse, et puis on va dire, bon, quelle muse on va choisir, et si on considère qu'elles sont plutôt du côté du chant tragique, parce que c'est des personnages pathétiques, on va choisir telle muse. J'ai lu également qu'elle serait liée à Ariane. Oui, en fait, donc dans sa généalogie, effectivement, il y a son frère Aétès, mais il y a aussi un autre frère lié au royaume d'Orient, et une de ses sœurs serait la mère du Minotaure, Pasiphae, qui va se marier à Minos, et ils ont eu ensemble Phèdre, Ariane. Donc en fait, effectivement, dans sa généalogie, Circé, elle est vraiment marquée par la magie, les événements exceptionnels, mais c'est lié aussi au fait que toute cette lignée, elle a été maudite, la lignée du soleil d'Hélios, par Aphrodite. Il y a tout un ensemble de légendes qui racontent des amours interdits. Par exemple, Pasiphae et le Minotaure, par exemple, Ariane et Thésée, par exemple, Phèdre et Thésée également. Ça va aussi marquer la figure de Circé qui va être représentée comme une amoureuse éternellement insatisfaite. Et ce serait lié au fait que Aphrodite aurait maudit toute cette lignée et condamné les femmes à aimer d'amour monstrueux ou non réciproque, tragique. Donc on pourrait dire que son amour avec Ulysse est aussi une forme d'amour monstrueux ou pas du tout? Je suis pas sûre que ça ce soit lié à Aphrodite, je pensais plus à l'amour qu'elle porte à d'autres amants comme Glaucus. Et là il me semble que la manière dont elle les aime, la manière dont c'est décrit comme un amour non réciproque, où elle se venge, elle est jalouse, elle brûle d'amour, et c'est ce qui la met dans des états incroyables, et c'est ce qui explique cette haine démesurée qu'elle a pour les hommes, c'est lié à Aphrodite. Avant de parler de ses amours, comment est-ce qu'on grandit quand on est fille du soleil? Est-ce qu'on est dans un palais? Et puis qu'est-ce que ça implique en termes de statut pour elle? Parfois j'ai l'impression qu'on dit qu'elle est plutôt une nymphe.
Alors, on n'a pas de récit vraiment de son enfance. Il y a que Madeline Miller qui s'est amusée à l'imaginer, mais je n'ai pas du tout trouvé d'autres sources qui vraiment s'attardent dessus. Ce qui est sûr que si c'est une titanide, elle a déjà une généalogie extrêmement célèbre. C'est des puissances primordiales extrêmement fortes, le soleil, l'océan, etc. Donc elle jouit quand même d'un certain statut social. Ce qui est certain, c'est qu'à l'origine, c'est une déesse, Circé, et c'est bien comme ça qu'elle est appelée dans l'Odyssée. On arrive sur l'île de la déesse, l'éloquente déesse, la déesse à la voix mélodieuse, etc. Elle est toujours désignée comme ça. Mais ce qui est intéressant avec Circé, c'est que d'emblée, elle va avoir en fait des traits assez humains. Et d'ailleurs, quand les compagnons d'Ulysse arrivent, ils disent quelqu'un est dans la maison, est-elle déesse, est-elle humaine? Et justement, il y a cette ambiguïté-là, notamment parce qu'elle a une voix humaine, ce qui n'est pas en fait très fréquent. Les dieux ne se montrent pas dans leur apparat aux hommes, ou alors ils les tuent. Donc en fait, le fait qu'elle ait une voix humaine, enfin il y a plein de caractéristiques qui la rapprochent de ça, ce qui fait qu'il y a vraiment cette ambiguïté fondamentale qui est liée à elle, et le fait qu'on la représente toujours sur cette île, retirée du monde, seule, qui lui appartient en propre, c'est un élément assez étrange et assez singulier. Donc elle est un peu déjà une figure de marginalité puisqu'elle a cette voix humaine dans un monde de dieux. Comment ça se fait qu'elle ait une voix humaine? Comment est-ce qu'on l'explique? Alors dans le récit d'Homère, c'est peut-être pratique, c'est-à-dire que puisque on est dans un récit d'initiation, d'apprentissage avec Ulysse, c'est une étape sur sa route et elle va l'aider en fait pour la suite. Il faut bien qu'elle puisse lui donner des indications claires. Puis finalement, c'est pas la seule puisqu'il va aussi croiser d'autres dieux qui vont lui parler, mais quand ces dieux parlent à Ulysse, généralement, ils prennent d'autres traits et ressemblent à des humains. Alors que Circé et Calypso également, elles ont une voix humaine et ce sont des déesses avec qui on peut échanger librement. Donc c'est certainement pour une fonction narratologique, poétique en fait. Comme ça, elle peut servir d'intermédiaire. C'est une intermédiaire parce qu'elle va l'aider sur sa quête, mais aussi parce qu'elle va l'aider à interpréter un certain nombre d'indices. Par exemple, le fait qu'elle va lui expliquer comment aller aux enfers, comment voir Tirésias, elle lui prédit en partie son avenir, et donc elle va être cet intermédiaire entre les présages divins auxquels les mortels ne peuvent pas accéder et les hommes. Parce qu'en fait, normalement, les voix des dieux sont terribles, enfin en fait inaudibles pour les êtres humains, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, un dieu se montre pas dans sa nature véritable, avec sa voix véritable ou sa divinité, parce que ça peut être mortel. Ça renvoie au fait que les humains sont absolument séparés, et ça renvoie à toute cette mythologie qu'on a sur le fait que l'hubris des hommes qui veulent savoir comme les dieux, qui veulent accéder à la même chose et qui généralement courent à leur perte. Donc elle est différente des autres parce que donc elle a cette voix humaine. Elle est également une magicienne ou une sorcière. Qu'est-ce que ça veut dire être magicienne en Grèce antique? Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que elle va devenir petit à petit magicienne, mais à l'origine, c'est une déesse. Et en fait, les pouvoirs qu'elle a, ils sont semblables à ceux d'autres dieux. Par exemple, elle a une baguette magique. Bon, pour nous, la baguette magique, c'est la fée, la sorcière, mais ça a été introduit par Perrault au XVIIe siècle. En fait, Hermès a également une baguette, Athéna aussi. Voilà, il y a beaucoup de dieux qui ont des baguettes. Elle a aussi le pouvoir de métamorphose. Quasiment tous les dieux peuvent soit se métamorphoser, on pense à Zeus, toutes les formes qu'il a prises, soit métamorphoser les autres, et là, on peut penser justement à Héra qui transforme de nombreuses malheureuses jeunes filles pour pas que Zeus mette la main sur elle. Donc en fait, les pouvoirs qu'elle a, ils sont assez communs parmi les dieux, donc c'est une déesse parmi d'autres, avec des pouvoirs magiques. Mais effectivement, il y a des choses qui vont faire qu'on va plutôt évoluer vers la magicienne. La notion en fait de sorcière ou de magicienne, ça n'existe pas vraiment à l'époque où Homère écrit. Ça va venir plus tard, quand en fait la médecine va commencer à s'institutionnaliser, mais également le religieux. À partir de ce moment-là, ceux qui sont du côté de la médecine et de la religion vont vouloir se distinguer d'une autre caste qu'ils vont considérer comme une sous-culture, qui va pratiquer en fait des actes de magie et de médecine, mais qui sont pas dans des cadres ritualisés, inscrits dans la communauté, politique notamment, et donc ils vont les désigner comme ça, ce sont des magiciens. Et ce qui fait qu'on va associer Circé à cette magie-là, c'est le fait que dans ses pouvoirs, il y a vraiment tout un ensemble qui renvoie à ça, notamment la maîtrise des plantes, des potions, qu'on appelle le pharmacone. Ça va être vraiment lié à ses pratiques de magie au 5e siècle. Et il y a beaucoup de choses. Elle a par exemple le contrôle sur les éléments, elle a le contrôle sur les vents, elle a un lien très fort avec la mort, puisqu'elle va expliquer à Ulysse comment aller aux enfers. En tout cas, au 5e siècle, c'est très clair que Circé est une magicienne, et on va vraiment commencer à la désigner comme telle, alors que chez Homère, c'est pas forcément vrai. Est-ce que c'est la seule à être magicienne, à avoir ce statut parmi les déesses? Alors justement, il y en a une autre qui est très célèbre, Médée. C'est vrai que les deux sont vraiment associés. Ce qui est assez drôle, c'est que selon les auteurs, certains vont dire que Circé est plus magicienne, plus sorcière, et surtout plus maléfique que Médée. Et d'autres auteurs qui vont dire absolument l'inverse, que Médée est terrible. Et ça, on le voit parce qu'il y a un récit de leur rencontre où en fait Médée va voir Circé. Et justement, à la fin de cette rencontre, Circé renvoie Médée. Quand elle apprend son crime, elle souhaite que Médée soit punie pour ce crime et elle la chasse plus ou moins de chez elle. Les deux sont magiciennes. Il y a des points communs entre les deux, le fait que ce soit la poursuite d'un amour qui va être assez funeste, Médée et Jason. Circé, ça va être avec Ulysse, mais surtout avec Glaucus et Scylla, par exemple. Donc il y a des points communs entre les deux, généalogiquement, elles sont liées, mais je crois que Circé, techniquement, est plus sachant. Elle a plus de connaissances des plantes.
J'ai été assez fascinée de voir sur les représentations des baguettes magiques. Pour moi, c'était vraiment un élément de la sorcière moderne. Qu'est-ce que faisaient tous ces dieux et déesses avec des baguettes magiques? Alors, en Grèce antique, la baguette magique, c'est le rhabdos. C'est simplement un objet qui va représenter ce lien entre la personne qui fait le sort et l'action en elle-même. On a l'impression que c'est anachronique de mettre des baguettes en Antiquité, mais en fait, c'est l'inverse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi le rhabdos, il est lié à une fonction également poétique, puisque le poète serait lié à la baguette magique. Et ça, c'est intéressant pour Circé parce que c'est une déesse qui chante, qui tisse et qui a une baguette. Et en fait, tout ça, ça renvoie également à toute la sphère de la poésie et le fait qu'elle puisse transformer le monde par des mots. C'est la magie dans cet univers-là. Et donc Circé s'auto-éduque elle-même à la science des plantes et des poisons. C'est l'outil principal de sa magie. Donc on parle de métamorphose et de potions. Par rapport aux potions, ce serait Hécate qui lui aurait transmis. Les Grecs, ils adorent penser à ces mythes et à essayer d'imaginer comment est-ce qu'ils sont reliés, qu'est-ce qui s'est passé avant, comment est-ce qu'elle a appris ça justement, parce qu'on n'a pas d'éléments dessus. Donc ils disent c'est Hécate, qui était sa mère, sa sœur, sa cousine, qui lui a transmis ses secrets, mais ce qu'ils disent c'est que Circé a hérité de ses secrets, mais par l'étude des plantes, elle est devenue encore plus puissante en fait. Elle a appris, elle s'est formée elle-même. Elle est caractérisée par sa maîtrise des potions notamment, puisque c'est ce qu'elle fait boire aux hommes d'Ulysse, mais pas que, parce qu'en fait pour les transformer en cochons, c'est pas la potion qui les transforme en cochons, c'est vraiment la baguette magique, c'est-à-dire le fait qu'elle prononce une formule et qu'elle agite la baguette, et donc parole performative, ce qu'elle dit se réalise, et les hommes se transforment. Donc les potions, la métamorphose, le lien aux morts, elle a aussi des pouvoirs prophétiques, puisqu'elle prédit des choses à Ulysse, et finalement la malédiction qu'elle lance à Médée, c'est autant souhait que prophétie. Elle peut arrêter les vents. Quand elle va être associée à la sorcière, on va lui ajouter des nouveaux pouvoirs. Certains vont dire qu'elle peut marcher au-dessus de l'eau, voler en fait en quelque sorte. Elle a pas de balai, mais on est un peu dans cet imaginaire-là. Et en plus, là, ça va vraiment devenir de la superstition. On va dire que Circé, juste en nous regardant dans les yeux, peut savoir si on est coupable ou non. Donc voilà, après on va lui ajouter petit à petit des pouvoirs supplémentaires. Dans l'Antiquité ou à travers le Moyen-Âge et l'époque contemporaine? Déjà beaucoup les Latins qui en fait ont vraiment participé à faire de Circé une sorcière. Et après au Moyen-Âge, on va la lier au diable, on va la lier à l'hérésie, à la messe noire, à l'étude des potions, voilà, avec le grimoire. On va lui donner des familiers. Par exemple, petit à petit, on va lui donner un chat noir. Elle a procédé à plusieurs métamorphoses, Glaucus et Picus. 2 personnes qu'elle transforme parce que ses amours sont contrariés. Tout à fait. La plus célèbre, bien sûr, c'est les compagnons d'Ulysse, qu'elle transforme alors en cochon, en sanglier, voilà, ça dépend des interprétations. Et après, il y a 2 autres légendes qui vont être ajoutées par Ovide à l'époque latine. Donc la première, c'est la transformation non de Glaucus, mais de Scylla, qui en fait est sa rivale amoureuse. Elle tombe folle amoureuse de Glaucus. Encore une fois, est-ce que c'est une passion véritable ou est-ce que c'est Aphrodite qui a mis son nez dedans? C'est pas très clair. Qui est ce Glaucus? Alors Glaucus, c'est une divinité marine. Et lui avoue à Circé qu'il est fou amoureux d'une autre nymphe, qui s'appelle Scylla, qui est extrêmement belle. Glaucus, désespéré, en fait, va voir Circé pour avoir un filtre d'amour. Il veut que Scylla tombe amoureuse de lui, parce qu'elle refuse ses avances, et donc il va voir Circé. Circé, l'apprenant, avoue à Glaucus, bah écoute, il se trouve que moi, j'ai un amour dévorant pour toi. Donc oublie Scylla, unis-toi à moi, et comme ça, en plus, tu te vengeras de l'indifférence de Scylla. Et donc Glaucus refuse en disant non, moi j'aime Scylla, je ne suis pas venu pour ça, et rejette Circé. Tremblez de l'aveu que vous faites. Osez à mon amour préférer d'autres feux. J'en dis trop, mais Circé n'est pas accoutumée à contraindre des sentiments. S'il me plaît de choisir, je n'ai que trop d'amants. Mais lorsque je m'abaisse à souffrir d'être aimée, c'est vouloir voir ma haine à punir animée que m'opposer d'autres engagements. On voit paraître divers animaux, lions, ours, tigres, dragons et serpents, en bêtes transformées pour m'avoir su déplaire. Voyez-les à regret souffrir encore le jour, et si vous dédaignez l'offre de mon amour, craignez l'horreur de ma colère. Thomas Corneille, Circé, acte 2, scène 7. Elle est folle de colère, elle veut se venger, mais en fait elle ne veut pas se venger de Glaucus parce qu'elle est amoureuse de lui, donc elle va s'en prendre à sa rivale, Scylla, et elle va empoisonner en fait les eaux où Scylla prend son bain. Et la métamorphose de Scylla, qui est décrite par Ovide, est assez impressionnante. Scylla rentre dans les eaux. Au moment où elle rentre, il y a une meute de chiens qui commence à sortir de l'eau. Et en fait, elle ne comprend pas bien ce qui se passe. Et il y a des gueules qui aboient. Enfin, c'est vraiment visuel, c'est sonore, on est dans l'eau. Et en fait, elle se rend compte que les chiens qui sont autour d'elle, en fait, c'est elle. C'est une extension d'elle. Et en fait, elle est entourée d'une ceinture de chiens hurlants. Et c'est comme ça qu'Ovide imagine l'origine de Scylla. Parce qu'en fait, dans l'Odyssée, on croit Scylla dans sa caverne. Mais Ovide va essayer, voilà, d'imaginer d'où vient Scylla. Et c'est l'explication qu'il trouve.
Dans le voyage d'Ulysse, c'est un monstre, c'est ça, qui est dans une caverne au milieu de la mer. Oui. C'est ça. Bon, il y a plein d'étapes différentes. Il va voir Circé, il va voir les morts, il retourne voir Circé. Et après, pour rentrer à Ithaque, il doit passer les sirènes. Et ensuite, entre Charybde et Scylla. Et en fait, c'est Circé qui va l'aider dans les deux cas. Pour passer Charybde et Scylla, elle l'aide surtout en lui disant qu'il va pas y réchapper, il va falloir qu'il fasse un choix difficile. Parce qu'en fait, c'est sûr qu'il y aura des dommages et il perdra une partie de son équipage. Justement parce qu'il décidera de passer à côté de Scylla et il devra sacrifier son équipage à Scylla. Mais on ne sait pas en fait dans l'Odyssée exactement à quoi ressemble Scylla. En fait, c'est un monstre qui est effrayant parce que justement, il est dans le noir, il bouge. On sait qu'il est effrayant, on sait qu'il est meurtrier, mais on sait pas exactement à quoi il ressemble. Et quand on regarde les représentations de Scylla dans l'histoire de l'art, il y a plein de représentations différentes. Et c'est Ovide qui va lui dire que voilà, qu'elle est entourée de cette meute de chiens qui hurlent. Ouais, voilà. C'est vrai, moi je la voyais comme une sorte de kraken. Je crois que j'ai des images de Pirates des Caraïbes en tête. Mais parce qu'en fait, elle est dans une caverne, elle bouge, et en fait elle va attraper, donc c'est là qu'on s'imagine qu'elle a des tentacules. Et c'est vrai qu'il y a des représentations d'elle avec des serpents, des tentacules un peu plus marins. Et Ovide, non, c'est plutôt la meute de chiens. Donc voilà. Circé transforme la nymphe en monstre. Tout à fait. Pour moi, l'histoire de Scylla et de Glaucus, c'est peut-être la pire version, enfin de toutes les versions Covid a faites qui ont fait que ça a pu diaboliser Circé. Cette version, elle est vraiment terrible. Et justement, c'est ce qui est très intéressant chez Madeline Miller, c'est que elle va s'en emparer vraiment. Elle a lu son Ovide et elle a décidé d'agir dans sa réécriture, et ce que je trouve très beau, c'est que l'histoire se clôt, l'apprentissage se termine quand Circé parvient à délivrer Scylla, et je trouve que ça c'est vraiment un geste. On parle beaucoup aujourd'hui de comment réparer symboliquement les erreurs qu'on a pu faire par le passé, et je trouve que ça c'est vraiment un acte de réparation symbolique que Madeline Miller a mis en place, symbolique dans son histoire, mais même à l'échelle de la réception littéraire en fait. Symboliquement, c'est comme si elle avait défait l'héritage d'Ovide, défait cette interprétation-là. Parce que dans le roman de Madeline Miller, elle délivre Scylla. Tout à fait. En fait, c'est elle qui est à l'origine de la transformation. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant chez Madeline Miller aussi, c'est que son personnage n'est pas immédiatement bon. Il fait beaucoup d'erreurs avant. Il a beaucoup de problèmes et il parle très librement de sa jalousie. Circé explique comment elle vit le fait que Glaucus la rejette. Elle fait beaucoup de bêtises, même avec Ulysse. Au début, les deux sont assez cyniques, hein. Et puis quand elle transforme les hommes en cochons, elle est quand même dans une morale assez particulière. Donc on la voit évoluer et grandir, et donc elle transforme Scylla. Et en fait, c'est un regret qu'elle porte pendant, j'allais dire des centaines d'années, parce qu'elle est immortelle, donc elle le porte très longtemps, ce regret. Notamment le fait que Scylla tue des hommes, non seulement elle regrette d'avoir transformé Scylla, mais elle se sent responsable de toutes les morts causées par ça. Et en fait, elle va trouver finalement un moyen de réparer cette faute qui la hante véritablement. Et donc à la fin du roman, elle va partir en canot avec Télémaque, ce qui est intéressant parce qu'en plus Télémaque c'est le fils d'Ulysse, et Ulysse croise le chemin de Scylla, donc elle retourne, non pas avec Ulysse mais avec son fils, la nouvelle génération, et elle va délivrer Scylla. Alors elle la délivre en la tuant, en mettant fin à sa vie puisque c'est une immortelle, mais c'est vraiment présenté comme un acte de bonté, un acte de bienveillance envers Scylla, et comme le moyen pour les deux en fait d'avoir une relation plus apaisée. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que Glaucus il est complètement enlevé de l'histoire, et ça devient vraiment une histoire entre comment réparer le fait que je me suis pris à une autre femme qui n'avait rien demandé par jalousie. Et ça, Miller, je trouve que c'est un des éléments de sa réécriture qui est vraiment intéressant. Passionnant. Et la deuxième transformation, là, c'est contre l'amant que ça se retourne, c'est contre Picus. Donc c'est encore Ovide qui raconte ça. En fait, le livre 14 des Métamorphoses d'Ovide est entièrement dédié à Circé, où on retrouve les aventures d'Ulysse, Scylla, et donc la troisième histoire qui est moins connue, c'est celle de Picus. Donc Picus, c'est un roi, voilà, qui est beau, qui est intelligent, qui gouverne bien son pays, qui est fiancé à une femme qui l'aime absolument et qui représente les attributs de la féminité, tels qu'on peut les valoriser. Elle est douce, elle est aimante, elle est parfaite. Et un jour, il va chasser, et Circé l'aperçoit, et pareil, elle est piquée d'un amour ardent, encore une fois, Aphrodite ou non, on ne sait pas. Et donc elle tombe folle amoureuse de lui, et puis elle va en fait perturber sa chasse, elle lui envoie un sanglier, qui n'en est pas vraiment un, et ça, le factice du fait d'envoyer des animaux, que les apparences soient trompeuses, c'est vraiment très présent dans le mythe de Circé. Il part à sa poursuite à cheval, elle l'interrompt, et elle lui propose de s'unir à elle. Il refuse, il dit qu'il a une fiancée, qu'il veut la retrouver, et encore une fois, en colère d'avoir été méprisée, parce que c'est quand même une déesse qui est méprisée. La Picus, en plus, c'est pas un dieu, c'est vraiment un humain, donc elle est vraiment piquée dans son orgueil, et donc elle va se venger là directement sur lui, et en fait elle le transforme en pivert. Et Picus, c'est pivert en fait en latin. Puisque les Métamorphoses d'Ovide, il raconte aussi dedans beaucoup de phénomènes, d'où vient telle plante, quelle est l'histoire de tel animal. Donc là en fait il explique comment le pivert est né. C'est qu'il est fou d'avoir été séparé de sa fiancée, donc c'est pour ça qu'il se met en fait à arracher l'écorce, etc. Donc ça, ce sont les deux grosses métamorphoses principales qu'on connaît, en dehors de celle, évidemment, qui se passe avec Ulysse. Comment ça se fait que Circé se fasse autant rejeter? Moi, j'ai l'impression que quand une nymphe se propose à un mortel, généralement dans les mythes grecs, c'est même plutôt l'inverse, elles se font plutôt poursuivre. Comment ça se fait qu'on refuse ces avances? Est-ce que les gens ont peur d'elle en tant que magicienne? Est-ce qu'on a une explication?
Bon, déjà, c'est qu'Ovide, il donne une représentation de Circé qui renvoie vraiment à un féminin négatif, c'est-à-dire la femme jalouse, la rivalité amoureuse, quand une femme est piquée dans son orgueil, ce qu'elle est prête à faire. Donc c'est vraiment une image négative d'une déesse plutôt orgueilleuse qui n'est pas contente qu'on lui dise non. Ça vient vraiment de l'Odyssée, du fait qu'en fait elle fait des avances à Ulysse et que Ulysse les accepte. Mais le fait qu'elle soit autant éconduite, pour moi, ça vient du fait qu'elle a été associée à la nymphe, à la déesse d'ailleurs, Calypso, dont on se rappelle dans l'Odyssée, en fait, Calypso retient Ulysse sur son île pendant presque 7 ans. Et en fait, elle refuse de le laisser partir parce qu'elle est folle amoureuse de lui, elle lui offre l'immortalité. Et Ulysse, en fait, devient mélancolique, il regrette vraiment Ithaque, et les dieux interviennent pour le faire partir. Et en fait, quand il part, Calypso, elle va s'insurger contre l'injustice, parce que quand un dieu veut coucher avec une mortelle, il n'y a aucun problème pour qu'il puisse garder cette mortelle auprès de lui, et elle, quand elle veut faire de même, on lui demande de partir. Donc il y a déjà cette injustice au sexe féminin dans l'Odyssée, et en fait, au fur et à mesure, Calypso et Circé ont été un petit peu fusionnées dans leur réception. Et elles ont beaucoup de points communs, en fait. La manière dont est représentée l'île, toutes les deux, elles ont une voix humaine, toutes les deux, elles tissent, elles sont amoureuses d'Ulysse. Et donc, dans la réception, Circé, elle a été associée un peu à cette amante abandonnée. Voilà, l'idée que Ulysse l'aurait abandonnée, alors qu'en fait, Circé, quand Ulysse part, elle lui dit « bon voyage, hein, bon vent, et puis voilà, y a pas de problème ». Mais c'est par rapport à Calypso et au fait qu'elle regrette qu'Ulysse parte. Elle va représenter la femme abandonnée, l'amante éconduite. Et donc au début, c'est plutôt pathétique, mais chez Ovide, ça va devenir en fait négatif. Et c'est surtout que Ovide se demande pourquoi est-ce qu'elle transforme, parce que dans l'Odyssée, on n'a aucune explication. Les marins arrivent, ils sont transformés, ils ont rien demandé. Il y a un peu cette idée qu'elle a ce pouvoir-là, donc elle le fait. Et c'est ça qui est drôle, tout à l'heure on se demandait en quoi elle était différente des autres dieux, ça c'est différent. Parce que quand les dieux métamorphosent les autres, c'est souvent avec une idée de justice, de réparation ou de punition. Il y a des conséquences à des actes. Mais Circé, c'est absolument gratuit. Elle peut le faire, donc elle le fait. Et je pense qu'en fait, les mythographes postérieurs ont eu envie de motiver, voilà, pourquoi. Et donc Ovide a trouvé cette explication. Pourquoi est-ce qu'elle transforme ? Et ben parce que c'est une femme éconduite, c'est une femme malheureuse, abandonnée par les hommes. Maintenant qu'on a un peu évoqué les pouvoirs de Circé, et notamment ses pouvoirs de métamorphose, j'aimerais bien qu'on passe à l'épisode d'Ulysse. Et donc pour ça, on va basculer d'Ovide à Homère, et rejoindre Circé sur cette île où Ulysse va la trouver. Qu'est-ce qu'elle fait sur cette île ? Est-ce qu'on a des sources sur comment est-ce qu'elle y est arrivée ? Et puis pourquoi est-ce qu'elle est associée à cette île en particulier ? Son île Aïe, en grec ancien, en fait, ce son, ça renvoie à une forme de plainte. D'ailleurs, on le voit comment c'est écrit Aïe. Donc c'est un peu une île de la plainte, du sanglot. Donc il y a quelque chose de vraiment négatif dans cette île. Et elle a une symbolique assez forte parce que bon, déjà l'île, c'est l'espace qui est isolé. Les espaces insulaires, c'est un peu des espaces utopiques, voilà, des mondes différents dans lesquels les règles sont différentes. Et en fait, dans le monde de Circé, effectivement, cette île, elle est factice parce que tout est inversé. Quand on arrive, les bêtes sauvages, au lieu de nous dévorer, remuent la queue et viennent vers nous. Quand on arrive vers le palais, on a l'impression d'entrer dans la demeure d'une femme tout à fait humaine, c'est-à-dire qui tisse, qui chante, qui prépare des mets, et en fait, ce qu'on boit nous transforme. Les cochons sont des hommes. Il y a vraiment cette idée que tout est à l'envers, et dans le récit d'Homère, cette île, elle a vraiment une symbolique dans l'histoire d'Ulysse, parce que c'est un espace où, symboliquement, il va mourir et renaître. Parce que quand les hommes arrivent sur l'île, ils vont se transformer en cochons, et quand elle les retransforme en hommes, il est dit qu'ils sont plus beaux et plus jeunes. Voilà, donc il y a vraiment une idée de renaissance. Et il va quitter l'île de Circé pour aller aux enfers, il va invoquer les enfers sur Terre, puis il va revenir sur l'île de Circé. Donc il y a vraiment cette idée que, à ce moment-là, il y a une épreuve initiatique. La mort, la renaissance. Au-delà du personnage de Circé, est-ce qu'il y a quand même une symbolique particulière entre les femmes et les îles ? Ça semble un peu bizarre comme question, mais moi ça me frappe. Dans l'Odyssée, on voit quand même souvent les femmes sur des îles, les sirènes, Calypso, Pénélope, Circé. J'ai quand même l'impression que l'Odyssée, c'est une succession de femmes sur des îles qui attendent des voyageurs. Est-ce que c'est juste mon impression, ou est-ce qu'on a un peu une sorte de logique narrative ou mythologique ? C'est cette impression que dans l'Odyssée, traverser les mers, c'est vraiment l'apanage des aventuriers. C'est eux qui fendent les flots, qui vont à la découverte du monde, donc c'est eux qui sont associés plutôt au mouvement et à l'aventure, alors que les femmes sont plutôt associées à un certain statisme. Par exemple, Pénélope, elle va l'attendre sur l'île d'Ithaque, les sirènes sont sur un petit rocher, Circé est sur son île, elles sont associées à un statisme parce qu'elles essaient de le retenir. En fait, toutes les épreuves d'Ulysse visent à le retenir. Donc Circé, par exemple, elle va essayer de lui faire oublier, justement je parlais tout à l'heure du fait que c'était pas la potion qui les transformait en cochons, c'était la baguette. Et que fait la potion ? La potion, elle fait oublier la patrie. Elle leur fait oublier la raison de leur aventure. Et en fait, c'est ce qu'elle essaie de faire avec Ulysse, et c'est ce qu'essaie de faire d'autres monstres de l'Odyssée. Par exemple, les lotophages qui mangent la fleur de lotus, qui fait oublier le retour. Et Calypso, pareil, elle veut lui faire oublier qu'il reste avec elle. Donc il y a vraiment cette idée que les femmes, elles sont associées au statisme, au fait de s'arrêter, de ne plus rentrer. Et donc, finalement, elles sont associées aussi pour Ulysse à une forme de mort. Parce que même si Calypso lui promet l'immortalité, les sirènes d'ailleurs lui offrent également l'immortalité, mais poétique,
Elle lui propose en fait de lui chanter ses propres exploits. Mais s'il reste chez Circé, chez Calypso ou chez les sirènes, Ulysse ne deviendra jamais un héros parce qu'il ne sera jamais rentré chez lui, il n'aura jamais conquis son royaume. Donc il y a vraiment cette idée qu'elles sont associées au statisme, à la mort, et ça c'est lié à ces espèces d'îles qui sont à la fois des refuges parce qu'en fait il fait naufrage régulièrement. Donc ce sont des refuges mais ce sont aussi des pièges en fait, ces îles. Donc là, Ulysse a quitté Troie, il arrive sur l'île de Circé, il a déjà passé plusieurs épreuves, il a déjà perdu donc une partie de son équipage, il est fatigué, et qu'est-ce qui se passe? Il envoie ses hommes dans la maison de Circé, et lui n'y va pas directement. Donc on est au champ 10, l'Odyssée fait 24 champs, donc on est à peu près au milieu de l'histoire. Il y a eu des aventures avant Circé, il a déjà rencontré par exemple le Cyclope, donc il a déjà essuyé un certain nombre d'aventures, et quand il débarque sur l'île de Circé, en fait, lui et ses hommes sont absolument perdus, et c'est pour ça qu'ils repartent pas tout de suite. Et ils le disent très clairement, il faut qu'ils sachent où ils sont exactement pour pouvoir repartir. Mais bien sûr, cette île, c'est une île magique, qui est un petit peu dans un non-lieu, on est un peu sorti du monde humain. D'ailleurs, il est bien dit que sur l'île, il y a de la vapeur qui s'élève, donc on imagine bien cet univers un petit peu fantastique. Et nous continuons, heureux de vivre encore, déplorant toutefois tant de monde laissé. L'île Déa se montre, asile de Circé, déesse aux beaux cheveux, à la langue sonore et redoutable sœur Déette, roi Céan. Tous les deux sont issus du soleil porte-flamme, pour mère ayant Persa, fille de l'océan. En silence on aborde, au ras des faibles lames, dans une large baie. Un dieu bon nous conduit. 2 longs jours en ce lieu nous campons au rivage, accablés de fatigue et le cœur bien réduit. Homère, l'Odyssée, chant 10, traduction par Ulysse de Séguier aux éditions Didot. Et donc quand ils arrivent, il est décidé d'explorer l'île. Alors là, les marins se mettent à pleurer, quoi, mais qu'est-ce qu'on va trouver? Mais peut-être encore des monstres, ils en peuvent plus, les pauvres. Et donc il est décidé, puisque l'île est supposément dangereuse, de séparer les hommes en 2 groupes, et en fait il tire à la courte paille qui ira. Et c'est le groupe de Riloc qui récupère la paille la plus courte, donc ils pleurent, etc. Mais le cœur vaillant, ils vont explorer. Quand ils commencent à rentrer dans les bois, donc c'est un espace très végétalisé, l'espace de Circé, ça c'est vraiment lié au fait qu'elle fabrique des potions, donc on l'associe toujours en fait à la nature, aux plantes. Et donc ils se promènent dans cette forêt touffue, et puis ils tombent sur des animaux. Ils tombent sur des lions et des loups. Ils sont absolument terrifiés de ces bêtes sauvages, mais, très étrange, les bêtes sauvages remuent la queue, vont vers eux, ils ont l'air en fait absolument domestiqués, puis ils avancent, et en fait ils avaient vu de la fumée, c'est pour ça qu'ils partent à cette rencontre. Donc ils cherchent le palais d'où sort la fumée. Puis ils tombent sur le palais, et c'est un très beau palais, c'est le palais de Circé, et puis ils entendent en fait à l'intérieur une voix féminine qui chante. Et c'est là qu'ils se demandent justement, est-ce que c'est une déesse, est-ce que c'est une femme? Quand elle les entend, Circé sort sur le palier et puis elle leur propose l'hospitalité, selon les coutumes grecques, puisque l'hospitalité c'est extrêmement important, donc elle leur propose le gîte et le couvert. Mais Euryloque, qui mène la troupe, lui il sent venir quelque chose, il n'est pas dupe, ils ont essuyé plusieurs épreuves, donc il décide de rester en retrait. Mais tous les autres hommes rentrent. Elle les invite à l'intérieur, et le palais est somptueux. Circé est entourée de servantes, qui sont des nymphes. Il y en a qui viennent de l'eau, de la forêt, etc. Elle leur offre en fait une boisson, qui est une boisson assez classique. C'est un mélange en fait avec du vin, de la farine, du miel. Bon, ça paraît un mélange assez étrange, mais c'est vraiment une boisson classique. C'est pour ça que je dis qu'elle a l'air humaine. Mais c'est là que c'est la magicienne, elle met dedans une herbe, qui est une herbe maléfique. Cette herbe leur fait oublier leur patrie, donc finalement leur identité. Mais là, il y a vraiment des débats sur jusqu'où ils oublient qui ils sont, puisqu'ensuite elle les métamorphose en cochon et elle les met dans un étable. Et pourquoi est-ce qu'avant de les transformer en cochon, elle doit leur faire oublier qui ils sont? Justement, c'est ça qui est un peu étrange, parce que quand elle les transforme, ils gardent quand même une certaine conscience. Ils ont conscience d'être humains, parce que quand elle les enferme, on entend leurs pleurs. Ce qui veut dire qu'ils ont quand même cette conscience-là, et ça c'est représenté dans l'art grec sur les poteries notamment. Souvent on les représente avec une tête de cochon, mais pas le corps. Ils sont toujours humains au fond, et justement c'est ce qui fait que Circé a pu être perçue comme sadique. Et ça va être vraiment accentué plus tard, notamment chez Virgile, quand il décrit l'île de Circé, on entend les animaux qui hurlent parce qu'ils sont malheureux d'avoir été transformés. C'est là qu'on pourrait se dire, bon, elle leur fait oublier la patrie, mais finalement s'ils ont conscience d'être humains, à quoi ça sert? Mais il me semble que ça c'est vraiment lié à l'Odyssée, le fait que toutes les épreuves d'Ulysse en fait visent à retarder son retour à Ithaque. Et donc il me semble que c'est pour ça en fait qu'elle leur fait oublier toute chose. Dans le roman de Madeleine Miller, il me semble qu'elle les transforme parce qu'il est raconté des tentatives d'agression de leur part, parce que c'est une femme qui vit toute seule, sans mari, sans homme, sans frère. Est-ce qu'on a des sources antiques pour ça, comme un peu un mécanisme de protection ou une vengeance contre des hommes qui l'auraient agressé ou auraient tenté de le faire? Alors ça c'est vraiment un ajout de Madeleine Miller, on n'a pas d'informations là-dessus, mais je pense que là elle a vraiment voulu toucher à ce qu'Ovide a fait. C'est-à-dire que Ovide, lui, il a dit elle métamorphose parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle déteste les hommes, parce qu'elle est éconduite. Et en fait c'est vraiment ce qui a participé à sa diabolisation. Et Madeleine Miller a voulu motiver autrement, en réfléchissant autrement le personnage, et en se focalisant sur bah non, en fait si elle les transforme comme ça, c'est pas de la méchanceté gratuite, c'est pas cette cruauté féminine qu'on croit voir,
l'histoire, en fait, Circé, elle est comme beaucoup d'autres femmes de la mythologie. Parce que si on n'a aucune source sur Circé, en tout cas sur le fait que les nymphes et les femmes étaient violées, mais c'est dans l'Antiquité gréco-romaine, évidemment, c'est une constante. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé là-dessus et qui ont montré qu'en fait, c'est tellement une constante qu'on a arrêté d'en parler parce que ça semblait tellement évident que c'était un non-sujet. Et donc, il y a beaucoup d'historiennes qui sont revenues là-dessus pour le montrer. Et en fait, tous les récits qu'on a de Zeus, de ravissement, de rapt, d'enlèvement, ça, c'est des métaphores quand on dit que Zeus a enlevé Europe. Il l'a pas seulement enlevé, il lui a fait aussi des enfants. Donc, le viol, il est dans quasiment tous les récits mythiques. Et je pense qu'en fait, Malin Miller a pris cet élément qui est en fait très crédible dans l'histoire de Circé, elle l'a modifié, elle a défait ce que Ovide avait fait. En donnant une autre forme de justification à la métamorphose. Tout à fait, parce que Ovide l'a créé, donc pourquoi Malin Miller ne le créerait pas elle aussi? Donc elle transforme les hommes d'Ulysse en pourceaux. Pourquoi est-ce qu'elle les détransforme ensuite? La suite de l'histoire, c'est que Euryloque s'aperçoit que, bon, il y a des cochons qui se mettent à hurler, mais lui, bon, il voit pas tout, il a pas compris la transformation. Mais il voit bien qu'il y a un problème. Il retourne sur la plage en catastrophe, et il informe Ulysse que son groupe d'éclaireurs est entré dans la maison et n'est jamais ressorti. Et donc là, tout le monde, oh là là, se prostre, je ne veux pas y retourner, c'est terrible, vraiment, on pleure beaucoup dans l'Odyssée, c'est vraiment terrible ce retour. Et donc Ulysse s'arme de courage et de dire, bon, moi, je vais y aller. Et donc il part seul dans la forêt et il croise un homme qui en réalité n'est pas un homme, c'est un dieu, Hermès, qui a pris des traits humains et qui lui dit mais si tu y vas comme ça, tu cours à ta perte, je vais t'aider. Et donc Hermès va l'aider de plusieurs manières. D'abord il va lui donner une forme d'antipoison, de plante en fait qui va neutraliser les pouvoirs de la plante de Circé, qui s'appelle le molu. Et il lui donne cette plante et il lui dit si tu la mets dans ta coupe, ça va annuler l'effet, donc tu n'oublieras pas. Tu n'oublieras pas ta patrie qui tu es, etc. Donc il lui dit, mets secrètement cette plante, et puis après, fais semblant de tuer Circé. C'est-à-dire, dégaine ton épée, et fais comme si tu étais sur le point de la tuer. Et là, Circé va se rendre et te proposer autre chose, de partager sa couche. Alors, il faut que tu acceptes, mais par contre, il faut que tu lui fasses d'abord promettre, avec le serment des dieux, donc le serment suprême, qu'elle ne te fera pas de mal. Et donc c'est exactement ce qui va se passer. Ulysse rentre, Circé lui offre une coupe, il neutralise, il dégaine son épée, Circé se met à ses genoux, le supplie, oh là là, mais qui es-tu? Comment as-tu fait pour résister? Mais serais-tu Ulysse? On m'a parlé de toi, parce qu'évidemment Ulysse, tout le monde sait qui c'est, tout le monde annonce sa venue. Là, il lui fait promettre, donc elle jure, et à partir de ce moment-là, en fait, il y a tout un rituel, on prépare Ulysse à coucher avec la déesse, donc c'est assez drôle. C'est vrai que ces préparatifs-là, on les associe plutôt au féminin, on va laver, parfumer avant le mariage, et là c'est un peu à l'inverse, je disais que c'était vraiment une île de l'inversion, donc dans cette île, en fait, c'est Ulysse qui est désiré par une déesse, et non pas elle qui est désirée par lui. Et Ulysse, en fait, reste malheureux, refuse de manger, et Circé dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il dit, il faut que tu retransformes mes compagnons. Donc elle les transforme, elle les rend encore plus beaux, encore plus jeunes, et donc là, Ulysse heureux partage la couche de Circé, et en fait ils vont rester environ 1 an. Il y a d'autres versions qui disent plus longtemps, d'autres moins, mais environ 1 an sur cette île à se restaurer et se remettre de leur dernière péripétie. Et là, quels sont un peu les points de vue des auteurs antiques? Est-ce que c'est Circé qui est amoureuse de lui et qui le retient? À quel point elle a conscience de ses limites, à la fois à Ulysse ou aux limites même de leur relation, parce que finalement c'est un voyageur qui est destiné à repartir. Voilà, on a dit qu'elle se jetait à ses pieds. Est-ce qu'il y a une forme de d'amour absolu, ou est-ce qu'elle est un peu consciente de que c'est une parenthèse dans sa vie? Alors ce qui est intéressant, c'est que déjà le point de vue de Circé, on l'a pas vraiment. Et on va pas l'avoir avant très très longtemps. C'est-à-dire que des auteurs qui vont s'intéresser à ce que Circé, elle, pense, ressent, etc., ça va être vraiment très tard, où on va lui donner la parole dans des œuvres littéraires. Par contre, ce qu'on sait, c'est que chez Homère, en tout cas, l'amour qu'elle porte à Ulysse, bon, c'est pas un amour incroyable. Déjà, elle lui propose de partager sa couche, mais parce que les dieux couchent avec les mortels, parce que ça leur sied. Le fait qu'elle se prostre à ses genoux, ça, par contre, c'est vraiment lié au fait que Ulysse la vainc symboliquement, et donc c'est comme ça qu'elle cède. Mais le fait qu'après elle lui propose de partager sa couche, c'est pas forcément lié à ça. Après, plus tard, ça va être peut-être interprété comme le fait que la femme cède. Il y a quand même des choses assez questionnantes dans cet épisode, c'est que par exemple, quand elle couche avec Ulysse, elle va remettre un voile, comme une jeune mariée. C'est-à-dire qu'au début, c'est cette déesse terrible qui transforme, et puis finalement, elle va devenir absolument positive, vraiment domptée, quoi, avec son voile. Et ça peut être vu aujourd'hui qu'on a des connaissances féministes, une sensibilité en tout cas à ça, comme une victoire, en fait, du masculin face au féminin. Mais il y a d'autres interprétations, d'autres disent que justement, la rencontre entre Circé et Ulysse, c'est une rencontre entre le masculin et le féminin, mais comme des égaux. C'est-à-dire que le fait qu'elle se mette à ses genoux et dise mais qui es-tu, tu as résisté, ça veut dire voilà, tu es mon égal, tu es digne de moi. Et c'est comme ça d'ailleurs que d'autres autrices vont interpréter Circé, elles vont dire que Circé attend un homme qui soit digne d'elle, de son pouvoir, sa puissance, etc. Donc plusieurs interprétations. Mais ce qui est sûr, c'est que chez Homère, c'est un personnage positif, et quand Ulysse veut partir, elle lui dit pars. Elle n'essaie pas de le retenir. Ça, c'est Calypso. En fait, plus tard, les deux vont être associés. On va un petit peu les fusionner, et on va faire de Circé cette femme justement qui va essayer de retenir Ulysse sur son île,
Il y a même Ovide, encore une fois, qui va en fait représenter Circé qui déchaîne toute sa puissance sur son île pour essayer de retenir par tous les moyens Ulysse de rage qu'il parte. Donc c'est vraiment une image qui a été construite a posteriori. Alors dans la réinterprétation contemporaine du personnage de Circé, on a notamment les poèmes qui ont été écrits par Margaret Atwood, cette écrivaine américaine qui est surtout connue pour La Servante écarlate, qui a été adaptée en série. Mais donc au-delà de cette dystopie, elle a beaucoup écrit sur l'Antiquité, donc notamment sur Circé. Elle a notamment écrit 7 extraits de poèmes que j'aimerais lire, qui parlent de ce sentiment-là de Circé à la pensée du départ d'Ulysse. C'est l'histoire qui compte. Ce n'est pas la peine de me dire que ce n'est pas une histoire ou que ce n'est pas la même histoire. Je sais que tu as tenu toutes tes promesses, tu m'aimes, nous dormons jusqu'à midi et nous passons le reste de la journée à manger. La nourriture est superbe, je ne dis pas le contraire. Mais je me fais du souci pour l'avenir. Dans l'histoire, un jour, le bateau disparaît derrière l'horizon, il disparaît simplement et on ne dit pas ce qui arrive ensuite. Je veux dire, sur l'île. Ce sont les animaux dont j'ai peur, ils ne faisaient pas partie du plan, ils pourraient à nouveau se transformer en hommes. Suis-je vraiment immortel? Le soleil s'en inquiète-t-il? Lorsque tu partiras, me rendras-tu les mots? Ne te dérobe pas, ne me fais pas croire que tu ne partiras pas. Dans l'histoire, tu pars, et l'histoire est sans pitié. Margaret Atwood, Circé, poème d'argile, aux éditions Bruno Doucet, 2021. Je trouve magnifique ce passage. Mais c'est vrai, je trouve qu'on voit une certaine clairvoyance sur le fait qu'ils sont égaux, il partira un jour et elle le sait déjà. Elle est prête à ne pas avoir de pitié, ce qui n'est donc pas forcément apparemment le cas chez les auteurs qui ont décrit la Circé qui manipule les tempêtes pour le retenir à terre, quoi. Tout à fait. Ouais. Mais là, vraiment, elle nous plus avec l'Odyssée. Mais encore une fois aussi, elle capte des choses proches de Calypso parce que de ce poème, ce qui est beau aussi, c'est en fait la force pathétique du fait de presque tragique de savoir que l'autre va partir, de profiter ensemble de cet amour qu'elle sait voit disparaître. Donc il y a toute une réflexion finalement sur l'éphémère, cette acceptation-là. Mais ce que j'aime beaucoup dans le poème de Margaret Atwood, c'est qu'elle dit aussi « mais quelle est ma place dans l'histoire quand tu partiras ?» Parce qu'en fait, le départ d'Ulysse, c'est un départ amoureux, mais pour elle aussi, c'est la fin de son histoire littéraire, parce qu'en fait, elle est condamnée à être un épisode dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et il me semble que des autrices comme Margaret Atwood ou Madeline Miller ont justement voulu réfléchir à ça et la sortir, en fait, de cette histoire au masculin et de lui donner une voix propre et qu'elle puisse raconter son histoire. Et justement, est-ce qu'on a des textes sur ce qu'elle devient après le départ d'Ulysse? Donc Ulysse repart pour la suite de ses aventures, que devient Circé sur son île? Alors, on a une version qui nous raconte une suite de l'histoire. En fait, il faut savoir que la guerre de Troie, elle a été racontée notamment par Homère, mais ça représente en fait un cycle d'épopées qui raconte vraiment toutes les raisons de la guerre de Troie, mais aussi après. La dernière épopée s'appelle la Télégonie. Et en fait, elle raconte la suite de l'Odyssée, puisqu'on s'est amusé à écrire la suite. Et donc, dans cette histoire, il y a Circé. Donc, c'est assez drôle. En fait, quand Ulysse est resté, il a eu le temps de faire des enfants avec Circé. Alors, selon les sources, il en a fait 1, 3, 5. Et ces enfants ont chacun leur destinée. Donc, il y en a beaucoup, en fait, qui vont aller créer des villes. Hein. C'est des héros fondateurs comme Énée et Virgile. Et donc, il y en a un qui se détache, la Télégonie porte son nom, c'est Télégonos, que Circé aurait éduqué de son côté, on n'a pas d'informations là-dessus. Il faut savoir que la Télégonie, en fait, on n'a pas l'épopée elle-même, il nous reste un résumé. Donc on sait le contenu, mais on n'a pas vraiment le détail. Mais ce qui est dit, en tout cas, dedans, c'est que, en fait, Télégonos va tuer son père, Ulysse. Pourquoi il tue son père? C'est vraiment un accident comme on en trouve dans la mythologie. Hein. Je pense à Édipe, par exemple, qui tue son père sans le savoir. Il y a un peu cette idée-là, Télégonos, en fait, cherche son père et il tue un homme qu'il ne sait pas être son père et Ulysse est tué par son enfant dont il ne sait pas que c'est son enfant. Mais une prophétie l'avait annoncé. Donc ça, c'est vraiment les dieux qui sont sadiques et qui s'amusent avec les hommes. Et voilà, ça fait partie de ces tragédies-là. Et donc après qu'il ait tué sans faire exprès Ulysse, Télégonos revient sur l'île de Circé, retrouve sa mère? Tout à fait. Une fois qu'il tue Ulysse par mégarde, Télégonos, Télémaque, qui est le fils d'Ulysse et Pénélope, vont venir sur l'île de Circé. Et là, il va se passer une fin qui est un peu rocambolesque, digne d'un Molière. Tout le monde va épouser tout le monde. Donc Pénélope va épouser Télégonos, Circé, Télémaque. Et en fait, Circé, on lui attribue un nouveau don, va leur donner l'immortalité. Donc ça, c'est pas présent chez Homère, mais elle peut leur donner l'immortalité. Et ils vont vivre, voilà, c'est le happy ever after de l'époque. Et donc Circé finit par épouser le fils d'Ulysse. C'est une fin très étonnante, et ce qui est drôle, c'est qu'une autrice contemporaine, donc Madeline Miller, qui a voulu raconter toute l'histoire du point de vue de Circé, a repris cette histoire. Bon, elle l'a un peu changée, par exemple, Pénélope épouse pas Télégonos, parce qu'il y a quand même un écart d'âge assez important, mais par contre, elle a gardé le fait que Circé épousait Télémaque, le fils d'Ulysse, mais en fait, ça paraît invraisemblable comme fin, et on pourrait se dire, c'est parce que c'est un roman fantasy, donc voilà, ça finit bien, etc., mais non, c'est une source antique. Mais ça veut dire que donc même dans les textes antiques, on a une rencontre entre Circé et Pénélope sans Ulysse. Tout à fait. Et même d'un point de vue de la narration contemporaine, ça veut dire qu'on a deux femmes sans l'homme qui les relie.
Est-ce qu'on a une idée de leur interaction, de leur cohabitation, de leur relation? Non, puisque justement, on a simplement un résumé de la télégonie, donc on n'a pas le détail des échanges entre elles. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que Ovide a fait de Circé une femme jalouse, qui s'en prend à ses rivales amoureuses, alors qu'en fait, dans la télégonie, c'est tout l'inverse. Si on estime que Pénélope est une rivale, je pense que c'est peut-être ça qui a intéressé Miller, en fait, ce que tu dis sur le fait que, exceptionnellement, deux femmes se réunissent sans le protagoniste principal. Elle s'est dit qu'il y avait une version intéressante, en fait, à récupérer. Je voulais aborder un dernier épisode mythique. On a mentionné tout à l'heure Médée. On a ce passage où Circé rencontre Médée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc ça, c'est beaucoup plus tardif, c'est chez Apollonios de Rhodes. En fait, il a écrit une épopée qui s'appelle Les Argonautiques, donc il faut savoir que cette épopée a été écrite bien après l'épopée homérique, mais elle est censée passer avant l'Odyssée. Ça la prépare en quelque sorte, d'ailleurs, dedans il y a les sirènes, déjà, il rencontre le Cyclope, donc voilà, il y a des choses qui se répètent. Et donc il y a Circé qui est dedans. Médée, en fait, aide Jason, et quand ils partent, elle est contrainte de tuer son frère, Apsyrtos, pour échapper à son père. Donc j'ai dit son père, c'est Aétès et Étès, le frère de Circé, et en fait, qui est un sorcier terrible, d'une puissance vraiment extrêmement forte, un personnage assez terrifiant. Et donc c'est pour ça que Médée est contrainte à ce geste. Et donc sur l'Argos, qui est le navire qui abrite tous ces argonautes, tous ces héros, il faut absolument en fait que Médée et Jason soient purifiés de ce crime, parce que Médée a tué son frère dans des circonstances terribles, elle l'a découpé en morceaux. Et ils se disent on va aller voir Circé, parce que dans le coin, c'est la seule magicienne qui le puisse, et puis Circé est une parente de Médée. Ils vont sur l'île de Circé. Donc Circé ne reconnaît pas tout de suite Médée, ils se sont pas rencontrés, il y a pas de repas de famille, puis elle est sur son île. Ils arrivent et en fait, pour être purifiés, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'agenouillent devant un autel de pénitence. Ça fait partie du rituel, sans un mot. Et donc Circé comprend immédiatement qu'il cherche à être purifié. Elle va en fait faire tout le rituel. Donc ça, encore une fois, c'est un ajout. Apollonios de Rhodes lui a ajouté ce pouvoir de purification, puisqu'il n'en est pas question dans des sources précédentes. À ce moment-là, elle va les purifier, et puis les accueillir une fois qu'ils seront purifiés. Et elle va discuter avec eux, alors notamment avec Médée. C'est ça qui est intéressant dans cet épisode, c'est que Jason est un peu laissé de côté par Circé. Elle va vraiment se focaliser sur Médée, et elle va reconnaître plus ou moins une parente. Dans le texte, il est dit qu'en fait, le fait que les deux descendent du soleil, ça se voit en fait dans leurs traits, dans leurs regards, etc. Donc elle reconnaît une parente. Et puis elle fait avouer en fait à Médée ce qui s'est passé. C'est là que Circé va lui dire ces crimes sont terribles. Elle dit pas vraiment qu'elle regrette les avoir purifiés, mais en tout cas elle souhaite qu'il y ait une rétribution envers Médée. Et en fait Médée part absolument bouleversée de cet échange. Et d'ailleurs dans le texte c'est précisé que c'est Jason qui la prend par la main pour qu'ils s'en aillent ensemble. Entre les métamorphoses, Ulysse et puis donc Médée, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour des grands épisodes mythiques de la vie de Circé. J'aimerais bien qu'on passe du côté des perceptions qu'on a eues de Circé à travers l'Antiquité et comment est-ce que les Grecs la percevaient, qu'est-ce que son histoire symbolisait à l'époque. J'ai lu notamment que Dion de Prusse faisait une femme prédatrice qui ramenait l'homme à l'état de bête sauvage et que son poison était une métaphore du plaisir, etc. Est-ce que c'était vraiment la perception d'elle à l'époque, une sorte de prédatrice féminin? Tout à fait, et même plus qu'une prédatrice, en fait elle était associée à la figure de la prostituée assez rapidement. Donc déjà les Grecs, comme je le disais, à l'époque classique en tout cas, la percevaient comme une magicienne. Et en fait petit à petit, on va voir en elle une forme de courtisane. Et c'est là qu'en fait la déesse va être ramenée du côté de l'humain. Il y avait déjà cette ambiguïté chez elle, et là ils vont vraiment la ramener du côté de la femme, mais vraiment la femme de basse extraction, et elle est vue comme un emblème de la tentation parce que il y a vraiment cette image où elle offre la coupe, le fait qu'elle demande à Ulysse de partager sa couche, ça fait que cette métamorphose elle est liée en fait à une forme d'érotisme, et elle a été perçue donc comme cette femme qui tente les hommes, et le fait que les hommes aient été ramenés à l'état de cochon, bon en Grèce le cochon il représente pas nécessairement la débauche sexuelle comme aujourd'hui on pourrait dire balance ton porc par exemple, le cochon c'est plutôt un animal perçu comme stupide. Donc c'est plutôt l'idée qu'elle leur ôte leur humanité, mais aussi leur intelligence. Mais en fait, ça va également être vu comme une dégradation. Et au fur et à mesure, ça va être vu comme le fait qu'elle les ramène au plaisir premier. Ces hommes qui s'abandonnent à la débauche, notamment sexuelle, ils vont oublier leur rôle dans la cité, dans la politique, ils vont s'extraire du monde. Et c'est ça qui va être critiqué. Voilà, elle va être associée vraiment à la figure de la prostituée. Ça va perdurer jusque tard, puisque il y a James Joyce, donc qui a écrit Ulysses au XXe siècle, qui va reprendre et en fait donner une version absolument parodique de Ulysse qui va dans un bordel, et Circé qui s'appelle Bella va faire du BDSM avec Ulysse, et elle-même elle va devenir Bélo, donc va y avoir, je parlais tout à l'heure de cette inversion qu'il y a sur cette île, donc là on est dans une inversion où même elle va embrasser l'autre genre, la transformation, et là on est vraiment dans l'emblème de la soumission sexuelle, et dans une représentation du féminin très inquiétant, du féminin dominant, y compris sexuellement. Je trouve ça assez intéressant qu'elle change de genre. On pourrait imaginer qu'une partie de ses perceptions négatives en tant que femme sont liées à sa puissance inhabituelle, peut-être pour les femmes de l'époque, peut-être qu'elle effraie les hommes et que, à leurs yeux, si elle est puissante, c'est forcément qu'elle n'est pas complètement femme, puisque les femmes, évidemment, sont faibles, et donc en fait que si elle a cette forme de puissance, c'est parce qu'elle aurait des attributs masculins.
Comme elle est perçue comme une femme puissante, il y a quelque chose de dérangeant, parce que les déesses, dans la Grèce antique, elles sont vraiment différentes des autres femmes, il y a vraiment un traitement différent. Et en fait, si on la rapproche de la femme humaine, il y a quelque chose de dérangeant sur cette île. C'est une femme qui vit seule, entourée d'autres femmes, elle propose sa couche à Ulysse, elle piège les hommes, elle les transforme en porcs. C'était mon moment préféré, quand je les voyais froncer les sourcils en essayant de comprendre pourquoi je n'avais pas peur. Dans leur corps, je sentais mes drogues, pareilles à des ficelles prêtes à être tirées. Je savourais leur confusion, la terreur qui les envahissait. Ensuite, seulement, je tirais dessus. Madeline Miller, Circé, édition Rue Fromentin. Enfin, ça correspond pas du tout à la manière dont on pouvait représenter le féminin à cette époque-là. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a été rapprochée, voilà. Il y avait quelque chose de dérangeant qui l'a rapprochée plutôt du masculin en termes de puissance, de domination. Et c'est certainement pour ça qu'on en a fait, voilà, de femme BDSM qui devient bello et qui asservit un autre homme. T'évoquais tout à l'heure Christine de Pisan, donc poétesse du Moyen-Âge. Est-ce que on a eu un traitement différent de la figure de Circé par les femmes dans l'histoire et notamment par Christine de Pisan ? Alors il y a eu un traitement très différent. Circé a beaucoup parlé aux autrices notamment. Donc Christine de Pisan, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait donc c'est une autrice du XIVe, si je ne dis pas de bêtises, et elle s'inscrit dans ce qu'on appelle la querelle des femmes. Donc la querelle des femmes, c'est une très très longue querelle, notamment littéraire, où en fait on a des débats un peu comme aujourd'hui. C'est un anachronisme de parler de féminisme, mais disons qu'il y a ceux qui sont pour la cause des femmes et ceux qui sont contre. Et donc à l'époque, faut s'imaginer qu'il y a des traités misogynes mais terribles qui circulent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui y répondent, des femmes mais aussi des hommes. Et donc Christine de Pisan, elle va écrire en réaction à tous ces textes qui circulent, un livre qui s'appelle La Cité des Dames. Et donc dans cette cité, en fait, elle va faire ce qu'on appelle un catalogue de femmes illustres. Donc ça, c'est une tradition littéraire où en fait on va faire des listes de personnages historiques, mythiques, etc. qu'on va présenter comme des exemples de conduite ou des contre-exemples. Mais elle va en faire une uniquement centrée sur des femmes et uniquement positive. L'idée, c'est, à travers tous ces exemples-là, de montrer justement toutes les qualités qu'ont les femmes. Et à cette époque-là, l'enjeu est autour des universités. Les gens commencent à pouvoir accéder aux universités alors qu'il y a une mainmise du clergé dessus. Il y a plein de textes qui circulent pour dire que les femmes ne devraient pas aller à l'université parce qu'elles n'ont pas le cerveau qu'il faut pour étudier et apprendre, donc c'est un gâchis, elles n'ont rien à y faire. Et donc Christine de Pisan essaie de montrer que les femmes sont tout aussi intelligentes que les hommes et elles ont seulement besoin d'éducation. Et d'ailleurs Beauvoir, dans le deuxième sexe, reprendra une phrase de Pisan qui dit ça. Elle veut montrer que si on éduque les femmes, elles pourront être aussi sachantes. Et elle va prendre plein d'exemples. Et elle va notamment prendre Médée et Circé. En fait, elle va les présenter comme des modèles de femmes qui ont appris les arts occultes. Alors à l'époque de Pisan, il y a beaucoup d'alchimistes qui existent. La magie, c'est quelque chose qui s'enseigne dans des traités. La magie, ça relève de l'érudisme. Et donc, elle va reprendre ça avec Médée et Circé en disant que ce sont deux femmes qui sont puissantes, qui ont appris les arts par elles-mêmes, qui se sont forgées une culture. Et donc, ça va être des exemples de science, de savoir. Donc au Moyen-Âge, Circé devient plutôt un rôle modèle qu'une prostituée. En tout cas chez Pisan. En tout cas chez Pisan, parce que sinon dans les autres textes, notamment chez Boccace, chez des auteurs encore plus lus, même si Pisan elle est quand même assez célèbre à son époque, plus tard elle va être plus ou moins oubliée. D'ailleurs aujourd'hui on est peu à connaître Pisan ou la querelle des femmes. Mais par contre dans les autres traités, Circé c'est une sorcière, une courtisane. Mais Circé elle a une très grande popularité à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance notamment. C'est vraiment une figure qui va revenir dans la poésie. Pour plusieurs raisons, déjà parce que ça va être ce personnage négatif assez intéressant, mais aussi parce qu'elle va être prise dans la poésie baroque. Son île, c'est vraiment une île des apparences, où tout ce qui a l'apparence se révèle faux. Les animaux sont en fait domestiqués, la maison n'abrite pas une humaine mais une déesse, la boisson que l'on tend n'est pas une coupe de vin mais un poison. Donc c'est vraiment cette idée de factice, et ça va intéresser la poésie baroque parce que c'est une époque en fait où on s'intéresse beaucoup à ça, au simulacre, au miroir, au fait que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être, parce que c'est une époque de bouleversement intense. Donc Circé va être récupérée dans ce contexte-là pour penser ce rapport au monde. Et donc ensuite, si on fait un petit bond de quelques siècles, elle est beaucoup reprise dans la poésie anglaise du 19e siècle, notamment féminine. Oui, une autrice qui va la reprendre. Alors malheureusement, ses écrits sont pas traduits en français et ça je le déplore parce que c'est vraiment important dans sa réception. C'est Augusta Webster, qui est une anglaise à l'époque victorienne, qui va écrire des poèmes sur Circé. C'est une époque où va se développer un genre poétique qui s'appelle le monologue dramatique, où en fait on va prendre un personnage mythique, on va lui donner la parole dans un poème assez court et raconter un petit peu son histoire. C'est surtout des hommes qui pratiquent ça, mais il y a Augusta Webster qui va reprendre ce genre et qui va utiliser Circé. Elle va donner à travers ce monologue-là une voix à Circé
et explorer son intériorité. Ce qui n'était pas nécessairement fait avant parce qu'il y avait plein de textes sur elle, mais on donnait pas la parole à Circé. Et c'est surtout que Augusta Webster elle-même va s'identifier à cette figure et parler également d'elle-même et finalement contourner, parce que l'époque victorienne c'est une période assez dure pour les femmes. On est vraiment dans l'inhibition, la pudeur, c'est l'archétype de l'ange du foyer dont parle Virginia Woolf, et donc c'est assez dur pour les femmes, et à travers Circé, en fait, elle va rêver pour elle-même d'un monde où les femmes, comme je le disais, en fait, Circé, dedans, c'est une femme sensible, c'est une femme qui attend un égal, elle veut pas être mariée à un homme de force qui lui soit supérieur, et en plus, elle va ajouter quelque chose d'intéressant, Augusta Webster, c'est que dedans, les hommes se métamorphosent en porcs, mais pas sous l'action de Circé. Et ça, c'est un ajout littéraire qui va être repris bien après. C'est vraiment cette idée que ce n'est plus Circé qui transforme les hommes en porcs, mais en fait, ça, c'est leur véritable nature, et en fait, au contact de Circé, c'est ce qu'ils vont se révéler être, alors métaphoriquement. Mais ça va être repris par exemple par Margaret Atwood, où elle ne transforme pas non plus, ce sont les hommes eux-mêmes qui se révèlent être ainsi. Donc au contact de Circé, c'est plutôt leur vraie nature qui émerge plutôt que l'inverse. Oui, et du coup, je disais qu'elle était associée au savoir avec Pisan, donc elle va être associée à une forme de lucidité, c'est celle qui va voir derrière les apparences justement, qui va révéler les comportements des autres. On va la débarrasser un peu de cette magie, de ce folklore, en tout cas pas tout le monde, puisque chez Miller par exemple, elle redevient vraiment une magicienne, mais on va un peu la débarrasser de ce folklore, en faire une femme véritablement humaine, et le pouvoir qu'elle a, c'est surtout de voir la véritable nature de ceux qui l'entourent. Est-ce qu'on a d'autres exemples d'autrices qui s'emparent du sujet au 19e, au 20e siècle? On parlait notamment de Margaret Atwood. Margaret Atwood, déjà, c'est une autrice très célèbre parmi les femmes de lettres aujourd'hui. Je pense que Atwood a repris justement et développé quelque chose qu'Augusta Webster avait déjà un petit peu saisi. Et elle s'inscrit en fait dans ce mouvement-là de poétesses qui vont reprendre cette figure. Il y en a d'autres, mais ce qui est dommage, c'est que c'est surtout des autrices anglo-saxonnes. On a peu d'exemples en France et c'est souvent des ouvrages non traduits. Donc je pense à une poétesse contemporaine qui est assez drôle, qui s'appelle Carol Ann Duffy. C'est une poétesse écossaise, contemporaine, et elle a fait un poème qui est très drôle, où en fait c'est Circé qui parle aux nymphes et qui leur présente une émission de cuisine. Donc on est vraiment dans l'anachronisme loufoque. Et elle va leur expliquer comment fabriquer. Alors c'est une recette de langue de porc, je crois. Et pendant toute la recette, elle va expliquer comment découper le cochon, etc. Sauf que ce qui est très cynique, c'est que nous, en tant que lecteurs, on sait très bien que le cochon, c'est un homme transformé. Donc il y a quelque chose de vraiment noir, cynique. Et en fait, dans toute la recette, en même temps, elle le découpe. Et en même temps, elle dit oui, regardez, on va découper l'oreille, cette oreille qui ne t'a jamais écouté, qui n'a jamais su être là pour toi, etc. Et à la fin du poème, elle explique qu'en fait, elle aussi avait des illusions, des rêves, et sur son île, elle voyait les bateaux passer. Et ça, Margaret Atwood en parle beaucoup aussi, du fait que voilà, Circé est sur la plage, elle regarde les bateaux passer, elle regarde les hommes défiler, et c'est un peu lié aussi à son immortalité, au fait que c'est une figure aussi du temps par rapport à cette immortalité qui voit les hommes passer, qui les voit répéter leurs erreurs. Donc elle est aussi un peu en retrait, et c'est ce qui fait que c'est une figure du savoir. Est-ce que tout ça, ce sont des réinterprétations féministes de Circé, ou est-ce que le personnage de Circé pourrait être perçu comme féministe, même si c'est évidemment anachronique d'utiliser le terme, mais féministe depuis le début, depuis sa conception antique? C'est une question assez difficile. Avec le texte homérique, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on a eu des lectures très polarisantes. En fait, on a eu des lectures autant du fait que ce serait un texte misogyne, ou par exemple, entre Ulysse et Circé, ce serait vraiment la victoire de l'homme sur la femme. Il sort son épée, en plus c'est un symbole assez phallique, il la soumet, elle se met à ses genoux, elle lui dit « mais qui es-tu? Tu m'as supplanté ?» Et après, elle l'œuvre à l'aider, etc. Donc, on pourrait voir ça comme quelque chose de misogyne, mais comme je le disais, l'inverse également est vrai, parce que c'est une adjuvante, elle l'aide, elle lui demande rien en échange. Ça peut être aussi vu comme le fait qu'elle le voit comme un égal. Là, on serait plutôt dans une égalité, comme Calypso qui dénonce le fait que les hommes, enfin les dieux masculins puissent impunément partager la couche de mortels, mais elle, ce n'est pas le cas. Le problème avec les textes antiques, quand on essaie de les relire d'un point de vue féministe, c'est que selon les éléments qu'on prend, on peut mettre des choses différentes. Maîtresse, c'était de nouveau le chef. Quand ton mari rentre-t-il, nous voudrions trinquer avec lui pour le remercier de sa magnifique hospitalité. Je ris. Oh, je n'ai pas de mari. Alors, peut-être devez-vous nous remercier un autre hôte, un oncle, un frère? Si vous souhaitez remercier votre hôte, remerciez-moi. Cette maison est à moi, et à moi seule. Madeleine Miller, Circé, édition Rue Fromentin, 2018. Je pense pas qu'on puisse dire que Circé à l'époque était féministe ou anti-féministe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui est suffisamment ambigu, ambivalent dans sa représentation antique
pour qu'on puisse après l'interpréter. Et c'est un personnage aussi où il y a assez de blanc dans son histoire. On l'a dit, en fait, finalement, on a que 3 grands épisodes, et encore, il y en a 2 qui sont postérieurs au poème homérique. Et tous ces blancs, ça permet de penser ce qui s'est passé. Et c'est ce que font les autrices aussi. Elles s'emparent. Quand Margaret Atwood dit justement que Ulysse va partir et que l'histoire de Circé va s'arrêter là, ça permet aux auteurs de dire non, moi j'ai envie d'imaginer la suite. Finalement, il y a cet espace de liberté, de création possible. On a fait référence à l'ouvrage de Madeleine Miller. Pour moi, ça a vraiment été un peu un point tournant dans ma perception de l'Antiquité, de la littérature sur l'Antiquité et des femmes dans l'Antiquité. Je trouve qu'il y a beaucoup d'ouvrages ensuite qui ont suivi, mais qui sont même pas forcément, je trouve, du même niveau. En tout cas, celui-là m'a vraiment marqué. Qu'est-ce que t'en as pensé ? La première fois que je l'ai lu, moi aussi, ça a changé un petit peu ma perception du personnage, mais aussi la manière dont on pouvait écrire ces mythes-là. C'est vrai que quand je parle de mon sujet de thèse autour de moi, il y a pas mal de monde en fait qui n'imagine pas qu'on puisse s'emparer des personnages féminins ou avoir ce point de vue féministe sur eux, et je trouve que des auteurs, ou des autrices plutôt, comme Madeleine Miller, permettent justement de donner accès à un public plus large à ces mythes et à nous donner envie de redécouvrir ces personnages-là, qui sont en fait des personnages fascinants dès l'Antiquité, mais qu'on a un peu laissé de côté parce qu'on les voyait, je sais pas, par exemple Pénélope, un peu comme une figure un peu fade, un peu nunuche, ou par exemple pour Circé, c'était un personnage négatif. On voyait pas forcément ces personnages comme des exemples ou même des points d'intérêt particuliers. Ces autrices, elles remontent en fait aux origines antiques, elles regardent en fait toutes ces ambivalences, toutes ces ambiguïtés, tout ce qui a été laissé de côté comme matériau d'inspiration pour proposer une nouvelle version, et ça je trouve que c'est vraiment précieux. Et c'est vrai que Madeleine Miller, j'ai l'impression qu'elle a vraiment changé les choses au niveau du lectorat. Déjà c'est un best-seller incroyable son livre, mais il y a un peu un avant-après. On voit que depuis la parution de Madeleine Miller, il y a beaucoup plus d'intérêt du lectorat, il y a beaucoup plus de fiction qui sortent sur ce sujet. Ça a vraiment marqué un intérêt nouveau. C'est vrai qu'on peut plus se balader dans une librairie sans voir un rayon entier consacré et qui viennent beaucoup du monde anglo-saxon. J'ai l'impression qu'en France, c'est pas encore forcément le cas. Alors, en France, c'est vrai qu'en fait, souvent c'est des autrices, mais pas forcément de littérature grande diffusion comme il peut y avoir dans le monde anglo-saxon. Il faut déjà bien apprécier la lecture et peut-être connaître l'Odyssée pour le lire, ce qui n'est pas le cas des autrices anglo-saxonnes, qui vont vraiment partir dans une optique de vulgarisation. L'idée, c'est de refaire découvrir ces classiques. Madeleine Miller en parle beaucoup du fait que quand elle a suivi des études de lettres classiques, elle était passionnée depuis son enfance par ces textes-là. Dans ses études, elle a trouvé que ces études-là étaient vraiment centrées sur les personnages masculins, ou même la manière dont l'histoire était enseignée, c'était une histoire un peu centrée sur des événements guerriers, des choses comme ça. Elle y trouvait pas nécessairement son compte, et donc elle a eu envie en fait de partager l'Antiquité telle que elle l'aime et la pratique, donc d'abord avec le chant d'Achille, qui est centré sur Achille et Patrocle, et du point de vue de Patrocle, c'est ce qui fait aussi l'originalité du texte, et maintenant Circé. Oui, j'écoutais qu'elle disait qu'elle avait donc écrit son premier roman en changeant le genre littéraire, donc en parlant de ce duo qui sont plutôt des guerriers, mais en leur donnant le genre pas de la poésie guerrière, mais de la poésie plutôt lyrique, émotionnelle, intime. Et à l'inverse pour Circé, en parlant du principe que les femmes sont souvent reléguées à ce domaine de l'intime et de la poésie, de lui donner un registre épique, d'épopée, d'aventure, etc. J'ai trouvé ça très intéressant, comment manier le genre littéraire pour manier la personne derrière. Oui, il y a vraiment un travail sur le genre littéraire, et Miller se détache effectivement, on a parlé des autres autrices qui vont leur donner cette tribune. Madeleine Miller, c'est vrai qu'elle écrit un roman d'aventure en fait, et c'est vrai que l'Odyssée, c'est pas un roman, c'est une épopée écrite en hexamètre dactylique, mais c'est un récit d'aventure, et un récit d'apprentissage, et en fait elle a vraiment réussi à faire la même chose pour Circé, où en fait c'est un récit d'apprentissage, un récit d'aventure, il y a 24 chapitres, l'Odyssée c'est 24 chants, donc on a l'impression qu'elle a réinventé l'épopée, et en même temps, elle a reformulé les codes de l'épique, parce que même si c'est plus aventure, on a quand même accès à ses sentiments, à la manière dont elle perçoit le monde, c'est quand même très intime. Dans l'épopée, on n'a pas du tout accès à la psyché des personnages de cette manière-là. Elle a injecté des éléments qui relèvent du romanesque, du roman psychologique. Mais c'est intéressant, cette démarche-là. Dans une interview de Madeleine Miller, je l'entendais dire qu'elle s'était longtemps interrogée sur le fait d'écrire ce roman, notamment par rapport à Homère. Est-ce qu'on doit respecter, est-ce qu'on doit quelque chose à l'auteur antique? Est-ce qu'on doit une forme de fidélité à ses écrits? Puis quelle marge de liberté on a quand on réécrit, à quel point on peut s'approprier des récits? Et est-ce que ça revient à trahir Homère d'une certaine façon? Ce qui est intéressant, c'est que c'est lié à la définition du mythe. En fait, le problème qu'on a, c'est que l'épopée homérique, on voit ça un peu comme le classique. C'est celui qu'on doit avoir lu, dont on doit maîtriser les codes, et c'est vraiment, ça relève de la culture légitime. Donc ça, c'est comment on perçoit le canon littéraire. Mais maintenant, si on s'intéresse au mythe, le mythe, justement, et les figures mythiques comme Circé, ce sont des éléments qui sont voués par nature à des éléments ouverts à l'interprétation et à la réappropriation. Le mythe ne survit dans le temps que parce qu'il est repris.
Si c'était seulement une reprise toute simple, sans réinterprétation, et encore, est-ce que même ça existerait, ce serait pas vraiment intéressant. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ces récits-là, c'est la manière dont on va proposer toujours des nouvelles variations, en réinterprétant en permanence, et les figures mythiques qui le permettent, ce sont des figures qui sont en fait ambivalentes, avec des zones d'ombre, etc. Donc en fait, il faut pas voir ça comme quelque chose d'illégitime, cette réécriture. Et ensuite, dans le rapport à Homère, ça c'est quelque chose d'un peu particulier, et justement, moi je travaille sur les réécritures d'Homère pour ça, parce que Homère, en fait, à la fois, on ne sait pas vraiment qui c'est, et d'ailleurs, on n'est pas vraiment certain qu'il y ait eu un Homère en particulier. Ce qui est postulé plutôt, c'est que les épopées soient un ensemble, en fait, de traditions qui auraient été recousues ensemble, qui aurait une tradition orale antérieure. Et pour le personnage de Circé, c'est souvent souligné par les critiques qu'en fait, ce personnage-là, il aurait sûrement été emprunté à une tradition orale plus folklorique. C'est pour ça qu'après, elle va devenir un peu une sorcière, une magicienne. Elle se détache des autres personnages, il y a sûrement un emprunt. Et donc, il y a à la fois cette idée que, on peut réécrire Homère parce que finalement, on ne sait pas vraiment qui c'est. Et donc, ces mythes sont ouverts à la reprise. Et en même temps, il y a ce mouvement-là où on se dit que, il faut pas non plus mettre les classiques au pilori, oublier les anciens. Et en fait, c'est très intéressant de lire Madeline Miller, mais pour comprendre à quel point c'est finalement intelligent et fin, il faut aussi connaître l'autre épopée pour voir ce qu'elle a modifié. Par exemple, savoir ce qu'elle a défait, ce que Ovide a fait. Du coup, il faut absolument ne pas se priver de réécrire les classiques et proposer encore des nouvelles versions. Mais c'est intéressant d'avoir connaissance du contexte pour pouvoir apprécier encore plus justement ce qui est modifié et comprendre ce qu'ils ont fait, défait, refait, réinventé. Moi, je voulais aussi m'intéresser à toi et à ta relation à Circé. Est-ce que tu te souviens comment t'as découvert ce personnage ? Circé, c'est quand même un personnage qu'on rencontre assez jeune, je pense, quand on étudie l'Odyssée pour la première fois. Mais je pense que c'est pas un personnage que j'ai découvert, mais plutôt que j'ai redécouvert. Peut-être avec Madeline Miller aussi. Miller m'a fait vraiment prendre conscience du fait qu'on pouvait voir ce personnage d'une autre manière. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches dessus et à réaliser le fait, par exemple, que ce soit une adjuvante, qu'en fait, elle est pas négative dans l'Odyssée en soi, qu'il y a eu toute une construction postérieure. Et c'est ce qui a fait pour moi, ce personnage me l'a rendu encore plus fascinant. Mais avant, il y avait quand même quelque chose chez Circé, notamment dans les arts visuels. En fait, quand je voyais des tableaux de Circé, je trouvais que c'était vraiment une figure d'une puissance, la manière dont on la représente, elle a toujours un regard, presque d'ailleurs, elle regarde sur les tableaux, quasiment tout le temps le spectateur dans un air de défi. Donc c'était déjà une figure qui me semblait puissante, mais en même temps, elle restait cette femme fatale. Et en fait, d'avoir réalisé qu'il y avait beaucoup d'autrices, en fait, qui pouvaient s'identifier à elle, qu'elle ait ce côté plus pathétique de femme abandonnée, qui sait que Ulysse va partir et qui décide de rester, tout ça, ça me l'a rendue encore plus fascinante, en fait, de voir, en fait, toutes les facettes de la figure mythique. Qu'est-ce qui t'intrigue, te questionne chez elle ? D'un côté, j'aime beaucoup, en fait, ce portrait de magicienne hyper forte, et puis même si c'est un personnage négatif, on aime aussi les personnages négatifs. Et justement, ce que j'aime bien, c'est dans la série Game of Thrones, cette reine absolument terrible, elle s'appelle Cersei. Pour moi, c'est vraiment une référence évidente au personnage de Circé, et c'est pareil, ça c'est un personnage dans la culture populaire qu'on adore détester. Même si c'est terrible, on a aussi, voilà, ces points d'attache de personnages qui nous marquent. D'ailleurs, les critiques disent que dans l'Odyssée, les personnages féminins, les monstres, ce sont ceux qui nous marquent le plus. Les sirènes, Circé, c'est vraiment des personnages très forts de l'Odyssée. Donc en même temps, cet aspect-là, il m'a quand même intéressée, mais il y a aussi cette dimension pathétique et de l'avoir redécouvert par la poésie qui explore ce côté plus lyrique du personnage, qui donne au départ du livre vraiment une profondeur poétique par les mots et toute cette réflexion également métafictionnelle. En fait, j'aime beaucoup dans ces poèmes le fait qu'à chaque fois Circé ait conscience de sa réception. Il y a une espèce de tragique, mais qui serait lié au fait que le personnage lui-même sait qu'il a un personnage voué à disparaître. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus dans la poésie, le fait que Circé dise mais quelle est cette histoire, et cette histoire elle m'appartient pas parce qu'en fait moi je suis le personnage de l'histoire d'un autre. Et il y a une poétesse qui est absolument pas connue mais sur laquelle je travaille qui s'appelle Nicelle Davis qui en fait parle de ça et dans son poème sa Circé dit mais je suis une histoire, je suis faite de mots mais mon histoire est triste, j'aimerais la changer, j'aimerais qu'on me la rende, et qui s'adresse à une personne imaginaire et qui dit rends-moi mon histoire, redonne-la moi. Et je trouve que ça c'est ce qui est fort aussi dans ces réécritures là, c'est ces figures mythiques qui prennent conscience de leur réception, qui prennent conscience de la dimension tragique de leur itinéraire littéraire et qui ont envie de reprendre la main dessus. C'est ce qui me semble assez touchant. Oui, ça traite aussi de qui a le pouvoir de raconter les histoires et qui n'a pas le pouvoir de le faire. Justement, Madeleine Miller cite une nouvelle traduction de l'Odyssée, donc la première traduction qui a été faite par une femme. Dans le monde anglo-saxon. La première, effectivement, c'est celle d'Emily Wilson. C'est vraiment une traductrice passionnante parce qu'elle a parlé du fait qu'est-ce que c'est pour elle traduire Homère en tant que femme. Qu'est-ce que c'est de traduire un texte qui a pu être considéré justement comme vraiment négatif pour les femmes, qui a pu mener à des réceptions négatives. Et elle se demande qu'est-ce que c'est véritablement traduire, est-ce qu'il faut être fidèle à Homère, mais qu'est-ce que c'est exactement lui être fidèle, parce qu'est-ce qu'il faut pas recontextualiser. Et donc elle explique comment les autres l'ont fait, ses confrères masculins, et elle explique comment eux, en disant qu'ils étaient fidèles au texte,
parce qu'elle, en fait, comme c'est une femme qui a traduite et que c'est une femme féministe et qu'elle l'assume, on l'accuse beaucoup, voilà, d'avoir fait des anachronismes, d'avoir modifié le sens profond du texte, d'avoir, voilà, modifié, réécrit. Et elle montre justement comment ses confrères, qui sont eux vus comme des traducteurs officiels, et on lit Homère par le biais de leur traduction, ont modifié, mais vraiment très fortement le sens du texte, en empirant des passages, par exemple des passages qui étaient méchants envers, par exemple, Hélène, où elle se traitait de face de chienne, par exemple, et ben le mot chienne a été remplacé par bitch, qui peut avoir le sens de chienne en anglais, mais surtout le sens extrêmement négatif de salope, pute. D'ailleurs, il y a des autrices contemporaines qui ont repris ça, où Hélène se traite elle-même de putain, etc. Et donc, elle montre que ils ont pu empirer les choses, et elle explique, elle, sa démarche de recontextualisation, et ce qu'elle peut faire dans le texte, qui ne relève finalement pas de l'idéologie, mais qui cherche à justement revenir au texte source, le dévoiler. Vraiment, c'est passionnant, la manière dont elle parle de son travail de traduction. Circé en 3 adjectifs. Puissante, magie et nature. Sa plus grande qualité. Son intelligence. Son plus grand défaut. Son amour. Son drame personnel, son origin story qui fait qu'elle est qui elle est. Ah, c'est dur. Je pense que c'est sa naissance. Sa généalogie, en fait. J'ai l'impression que ça la place dans un destin sur lequel elle a pas de prise, et c'est ce qui fait aussi que c'est un personnage aussi négatif, c'est qu'elle est reliée à ces personnages-là, et il y a un peu cette idée qu'elle peut pas échapper à ce cercle-là. C'est vrai qu'elle a une sacrée famille. L'homme qu'elle aurait le plus envie de buter. En fait, je pense que même elle aurait dû le faire, c'est plutôt Glaucus que Scylla. Enfin, moi, si je dois revenir sur cet épisode-là, c'est vraiment dommage de s'en être prise à Scylla, quitte à se venger. Mais c'est vrai que c'est assez courant, beaucoup de femmes dans l'Antiquité se vengent sur les autres femmes et pas sur l'homme qui les a trahis. Héra notamment. Héra le fait tout le temps. Ah oui, le nombre de femmes qui vont subir à la place, c'est absolument terrible. Et la femme qui est ou pourrait être sa plus grande alliée. Ah bah Pénélope. Circé, en 2024, Circé se balade dans les rues. C'est quoi son métier, sa vie, son opinion politique? Je la verrais bien. Et vu qu'aujourd'hui, les mouvements féministes reprennent vraiment la figure de la sorcière, je pensais à Mona Chollet notamment, mais aussi aux manifestations qu'il y a eu aux femmes en capuche, etc. Et je la verrais bien dans ces manifs-là. Voilà, une sorcière, mais qui n'est sorcière. Une sorcière féministe comme aujourd'hui, on peut en avoir en tant que militante, quoi. Enfin, pour clore ce podcast, pourquoi est-ce que c'est important de parler encore de Circé aujourd'hui? Mais je pense que c'est une figure qu'on connaît tous, et en fait, dont on a une image assez fermée, assez close. On l'a réduit vraiment à une image mentale absolument négative, et je pense que parler de Circé, c'est aussi réaliser toutes les facettes qu'elle peut avoir, et ça nous permet, à travers Circé, de relativiser peut-être la connaissance qu'on a. On s'arrête peut-être trop en disant non mais tel auteur a dit que c'était comme ça, et donc c'est figé dans le marbre, et je pense qu'il faut aussi se laisser prendre à l'ouverture que proposent les mythes, à toutes les versions qu'ils proposent, et peut-être se promener dans ce chemin-là. Aller faire son petit marché, aller lire les différentes œuvres qui portent sur ces mythes, et voir quels auteurs nous parlent plus que d'autres, et accepter le fait que ce soit pas des personnages gravés dans le marbre, mais accepter d'évoluer avec eux, en fait. C'est un très très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Morgane, d'avoir accepté de venir sur le podcast aujourd'hui. Bah, merci à toi de m'avoir invitée. Vous venez d'écouter un épisode de La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Je m'appelle Servane Ardouin-Delorme et vous pouvez me retrouver à la réalisation, à l'écriture et au montage de cet épisode. La musique que vous entendez au générique a été créée par Mathilde Desanges, les recherches documentaires ont été effectuées par Laetitia Port-Louis et les illustrations réalisées par Morwena Descotes, alias le Palais des Courants d'Air sur YouTube. Une sacrée team de dames dans le podcast comme dans la vraie vie que je remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme où vous nous écoutez, à nous mettre des petits pouces, des likes, voire des commentaires que nous lisons toujours avec bonheur. Enfin, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou sur YouTube @la nymphe et la sorcière. Merci pour votre écoute et à très bientôt.